Messieurs, dames, pour tous ceux qui regarderont cette vidéo sur YouTube, pour tous ceux qui regardent en live maintenant, nous sommes le 27 décembre 2024. Et qui dit 27 décembre 2024 dit fin d'année. Et qui dit fin d'année dit bilan de fin d'année. Sorti le Sweet CM Punk pour l'occasion qui vient d'arriver. Je le rappelle encore une fois, mais il fait bien plaisir. CM Punk, l'homme, comme le dit Cebu, qui courait cul nu pour aller sauver des gens dans des steel cage. Je suis amoureux de ce mec, hein, voilà. No homo, j'aime trop ce gars. Je vous le dis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le mec, il sort en serviette et tout, machin, avec encore le bonnet de douche. Putain, je vais aider les gars, je vais taper Ludwig Kaiser. Non, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Comment ça va, mon Eiji? Et Eiji aussi, bel homme, très très bel homme. S'il en est, j'ai eu l'occasion de le regarder en stream hier. Je peux vous dire que j'ai pas boudé mon plaisir, voilà, très clairement. C'était court, mais c'était efficace. J'ai dû quitter la salle de sport tellement j'étais marqué par les émotions. Non, non, voilà, je vous le dis. En tout cas, aujourd'hui, on est là pour parler bilan série télé, le top 10 de l'année 2024, avec attention, une nuance, à l'exception des films. Même s'il y a un ou deux films, si c'est sorti extrême fin 2023 et que je les ai vus en 2024, je peux les mettre. Vous le verrez dans des bilans, exemple Anatomie d'une chute ou Le Cercle des Neiges ou The Iron Claw qui était sorti fin d'année mais que j'avais vu en début d'année, tout début d'année, extrême début d'année 2024. The Iron Claw était dans le bilan de l'année dernière. Par contre, pour les autres, ce sera dans le bilan de cette année puisque Anatomie d'une chute ou Le Cercle des Neiges étant sorti fin 2023, je les ai vus que juste avant les Oscars puisque c'était pour les Oscars que je les avais vus. On est là pour un bilan série, c'est à peu près la même chose. Il y aura essentiellement des séries sorties cette année. Maintenant, il y a aussi des séries qui ont eu des saisons cette année et que j'ai rattrapées en entier. Donc finalement, bah, ça va comprendre l'intégralité de la série. Et puis, il doit y avoir peut-être, allez, une série ou deux que j'ai rattrapé, qui était sortie peut-être il y a un an, par exemple. Même si je crois que globalement, dans mon top 10 séries, il y a au moins une saison de toutes les séries qui est sortie en 2024. Je pense à The Bear notamment, dont les deux saisons étaient sorties avant 2024, mais la saison 3 est sortie cette année, donc on est quand même dans la mouvance 2024. Comment ça va, mon Yaya? Désolé, j'étais en train de poutrer un abruti anti-Marvel. Comment ça se passait, mon Yaya? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi, sur Twitter, sur Discord? Peut-être tout simplement sur Marvel Rivals. Tu lui as appris le respect. T'as rattrapé Lost, obligé top 1. Ah mais alors dans ce cas-là, Lost c'est dans mon top 10 all time, alors c'est sûr que ça laisserait pas beaucoup de chance. En tout cas, messieurs, dames, petit bilan juste avant de vous donner mon top 10. Eh ben ça a été une fort belle année, je trouve, d'un point de vue de série télé. Il n'y a pas de flop. Il y a qu'une... Alors, il y a deux séries où j'étais un peu mitigé, mais d'un autre côté, ça méritait pas des flops non plus. Il y en a même une qui est dans le top. Vous allez voir qu'elle est assez loin dans le classement, dans le sens où normalement c'est une série qu'on attendait dans le top 3. Elle se retrouve, je crois, huitième. Retenez bien le numéro. Et il y a l'absence de The Boys. Parce qu'après coup, effectivement, The Boys, à deux ou trois épisodes près, j'ai trouvé que c'était une saison qui était relativement moyenne. Il se passait pas grand-chose. On sentait que c'était vraiment de la transition pour aller sur la suivante. Une Homelander dépendance qui était quand même assez importante. Ça, faut dire ce qui est. Et moins bonne que les précédentes, avec tout simplement 10 séries qui pour moi étaient de meilleure qualité que la saison 4 de The Boys, dont je retiens, comme je vous dis, surtout des quelques prestats d'Anthony Starr, mais comment dire, et puis la scène finale avec Nirvana et quelques travails de personnages qui étaient intéressants. Mais pour moi, il y avait 10 enfin j'ai vu beaucoup de séries cette année, c'est peut-être une, je le rappelle, c'est peut-être une des années où j'ai vu le plus de séries télé, honnêtement, j'en ai vu une plâtrée en comptant les saisons qui vont avec. Et effectivement, The Boys, du coup, n'avait pas sa place, en tout cas à mes yeux là, dans un top de fin d'année qui est un top 10. Le mec, il me sort que Scarlett et Chris Evans de retour, c'est de la merde, alors que c'est le principe de Secret Wars et du Battle World, et il m'a traité de lecteur de comics de merde. Bah, le fait qu'il te traite, ça veut dire qu'il a déjà perdu et que le débat sert à rien, donc moi, je me serais même pas fait chier à lui expliquer la vie, mon yaya. Après, cinématographiquement parlant, ramener tous les anciens, pour moi, ça sonne quand même beaucoup comme un aveu d'échec. Maintenant, encore une fois, on va pas avoir le même débat. Si dans les comics, ça peut avoir un intérêt, j'attends de voir pour voir ce qu'ils vont en faire par le biais des comics, puisqu'ils veulent être un peu accurate vis-à-vis de ce que font les comics. Maintenant, d'un point de vue filmique et cinématographique, avoir fait autant d'efforts pour les évincer de belle manière, exemple Robert Downey Jr., etc., pour les remettre après, même dans d'autres rôles,
D'un point de vue cinématographique, je trouve pas ça intéressant. Et donc, du coup, peut-être que le Battleworld, à mes yeux, d'un point de vue filmique, n'est pas intéressant. Maintenant, on verra évidemment ce que ça va donner par la suite. Moi, je sais pas exactement, je m'y connais très peu. En fait, le problème, Yaya, c'est que c'est pas un problème, justement, c'est bien. Tu t'y connais tellement en comics que tu as des arcs de vision que nous, on n'a pas. Donc, tu peux voir des choses que nous, on n'est peut-être pas capable de se dire comme ça parce qu'on n'a pas lu les trucs. Donc, on verra. C'est vrai que toi, t'as une vision qui permet d'avoir un peu d'espoir. Moi, personnellement, je trouve pas que ce soit une bonne idée. Je trouve pas que ce soit une bonne idée. Je vois pas trop l'intérêt, sauf si c'est d'autres personnages. Mais encore une fois, autant pour un Captain Hydra, l'idée est bonne. Robert Downey Jr. en Von Doom, va te faire enculer, Marvel. Voilà, va te faire enculer Kevin Feige. Robert Downey Jr., je suis déçu. Putain, tu pourrais faire tellement de trucs après Oppenheimer d'intéressant. Ça me ferait tellement plaisir de te voir dans autre chose parce que mec, t'es un monstre et tu retournes là-dedans pour jouer Von Doom alors que t'étais un Iron Man incroyable. L'acteur a fait le rôle et je trouve que c'est con d'avoir repris cet acteur-là pour autre chose. Ça me fait chier. Donc allez vous faire foutre Marvel avec vos chèques, à mon avis, énormes. Ça me fait chier. Maintenant, tu vois, pour Chris Evans en Captain Hydra, là, à la limite, je vois le délire, c'est déjà mieux. Même principe que Chris Evans en Johnny Storm, où j'ai trouvé que c'était une super idée. Là, pour le coup, là, je dis oui, tu vois, Yaya. Robert Downey Jr., je dirais toujours non. Moi, je dirais toujours non. Et comment ça va, mon poitane? Bon, bref, on commence, et ça tombe bien, avec le numéro 10 de ce classement des tops de fin d'année, qui n'est autre que Chaos avec Jeff Goldblum. Bonne série s'il en est, annulée après la première saison. À savoir que le créateur de la série était dégoûté, il aurait adoré lui pouvoir travailler ça en 3 actes, en 3 saisons. Alors c'est vrai que c'est hyper dommage parce que du coup tu termines sur un cliffhanger et puis sur une envie d'en voir plus. Alors que on avait mis une saison complète à se mettre en place. C'est une série qui n'a pas marché, c'est une série dont quasiment personne n'a parlé. Alors que pourtant, les acteurs étaient bons. On retrouvait un Jeff Goldblum, je trouve, enfin, si j'ose dire, loin de son rôle de Jeff Goldblum, puisque ça faisait quand même quelques temps, notamment dans Jurassic World Dominion, hein, où il faisait plus Ian Malcolm, il faisait Jeff Goldblum. C'est une série Netflix, effectivement, c'est sur Netflix. Moi, je commençais à être un peu là de Jeff Goldblum qui fait du Jeff Goldblum, où j'ai utilisé l'expression être là. Là, on le retrouve dans un rôle de Zeus, où il est assez flippant, assez dérangeant par moments. J'ai bien aimé, moi, sa composition. J'ai trouvé que c'était intéressant. Le concept de base était très cool de Chaos. Ça fait un peu penser à The Boys, c'est-à-dire que c'est les dieux qui sont sur Terre, etc. Et en fait, les dieux sont tous des connards plus les uns que les autres, à quelques exceptions près. Et tu les retrouves dans une vie réaliste où finalement la Terre a appris à vivre avec les dieux, etc. Enfin, je trouvais le concept vraiment intéressant et c'est vraiment dommage que la sauce n'a pas pris vis-à-vis de vis-à-vis du public et vis-à-vis des attentes, parce que je pense qu'on pouvait par la suite vraiment sortir son épingle du jeu. Et l'idée était bonne, et je la comparais un peu à The Boys, ouais, pour ça, parce que The Boys, c'est les pires salopards des super-héros qui puissent exister, avec un monde complètement voué à eux. Là, c'est un monde complètement voué au culte des dieux, avec des dieux toujours plus mauvais. Alors, il y a du sexe, c'est assez violent par moments, moins quand même que The Boys, hein, mais ça peut avoir certaines séquences un peu violentes. C'est machiavélique, on est beaucoup dans le mind game, dans la stratégie de Zeus pour asseoir sa supériorité, dans les doutes aussi. C'est ça qui est très intéressant. C'est que Zeus, là, pour le coup, il est dans des doutes assez humains, dans des constantes qui le rendent par moments pathétique et pitoyable. Et Jeff Goldblum est excellent là-dedans. Donc, je trouve ça dommage que ça n'ait pas fonctionné parce que l'idée était originale, c'était bien réalisé, format cinématographique, hein, bien réalisé, bien mis en scène, belle photographie. On oscillait dans le royaume des morts sur du noir et blanc et de la couleur dans le royaume des vivants, ce qui transcendait un petit peu la pellicule et l'ensemble du show. Donc oui, j'ai trouvé ça hyper dommage en fait que ce soit que ça a été boudé tout simplement, voilà, que ça a été boudé comme ça et que le public n'ait pas laissé une chance, même si bon, on va être honnête. Est-ce que c'est le public qui n'a pas laissé une chance ou est-ce que c'est Netflix qui a un cahier des charges tellement énorme et tellement de catalogues et qui produit aujourd'hui tellement de merde que dès qu'il y a un truc qui marche pas, il l'annule?
On a vu ce que ça avait donné avec les séries Marvel, etc. Netflix, j'ai l'impression que s'ils sont pas contents, ils annulent. Ils s'en foutent. Ils ont 14 dopes qui attendent là au tournant pour pouvoir être diffusés. C'est ça le problème de Netflix, hein, c'est que pour un truc bien, t'as 10 trucs pas bien, et que je pense que Netflix aujourd'hui ne se rend plus compte, évidemment, de ce qui est positif ou non. Euh, la preuve, hein, on annule Chaos alors qu'on fait tout un foin pour Squid Game. Squid Game qui, rappelons-le, n'est qu'une tentative de Netflix de se rapprocher du cinéma ou des séries coréennes parce qu'ils ont vu que ça fonctionnait bien. La seule qualité de Squid Game, c'est de faire des chaussettes pour Burger King. Voilà, soit dit en passant. Mais ça n'engage évidemment que moi. Donc c'est dommage pour Chaos. C'est dommage pour Chaos de malheureusement voilà, d'en pâtir un petit peu, et ça montre aussi, c'est révélateur du problème de Netflix, je pense, d'annuler beaucoup de séries qualitatives. Et par contre, ce qui marche et ce qui fait de l'audience, c'est comme surtout, hein, ça on t'en donne. Ça on t'en donne. Par contre, Sean, je suis d'accord. Le segment du chat dans Chaos m'a vraiment mis mal à l'aise. Jeff Goldblum tue un chaton. Voilà pour vous dire. Jeff Goldblum poignarde un chaton. Ça m'a heurté. Genre, j'avais très peur pendant tout. En fait, la séquence de base, tu le sais que ça va arriver, mais tu pries que ça n'arrive pas. Et vous connaissez mon amour pour les chats. Voir Jeff Goldblum qui plante un chaton. Non, ça, c'est vrai que ça m'a fait mal. J'ai à l'instant de supprimer de ma watchlist Swing Game, pas envie de voir la saison 2. Mais Papy me disait la même chose d'Awadja. Que honnêtement, Squid Game, franchement, pour moi, c'est quoi? C'est enfin, en termes comment dire, de consistance, c'est la Casa des Papel de Corée, quoi. C'est un produit marketing. Voilà. Ça pouvait faire illusion une saison, puis c'est devenu un produit marketing, tellement ça a été repompé, discuté, machin, ceci, jusqu'à la moelle, et que ça n'a aucun intérêt d'en faire une deuxième saison. Voilà, c'est à la Corée ce que la Casa des Papel est à Netflix. C'est des séries qui, pour moi, n'ont pas d'intérêt particulier, à part simplement orienter du buzz, et puis, ouais, vendre des t-shirts, et vendre des chaussettes à Burger King, quoi. C'est un placement de produit. Mais oui, voilà, effectivement, Mike, il y aura quand même 4 spin-offs d'ici 10 ans, alors que Chaos, on n'aura même pas la suite, tu vois. Vie ma vie de suiveur Netflix, hein. On passe au numéro 9. Ça ferait plaisir à mon Olivier. Ça ferait plaisir à mon Olivier. Olivier qui avait adoré, Olivier qui était la seule personne d'ailleurs à avoir vu cette série, j'ai l'impression, à part moi. Alphonse avec Jean Dujardin. Pitch aussi très intéressant. On a aussi évidemment Charlotte Gainsbourg qui est géniale dans son rôle, et Pierre Arditi. Pierre Arditi donc est un ancien gigolo qui ne peut plus en fait remplir ses fonctions, et donc du coup il demande à son fils Alphonse de remplir ses fonctions à sa place, et on va suivre pendant une grande, je crois 6 épisodes, me semble-t-il, 6 ou 8 épisodes, le quotidien d'Alphonse entre sa vie conjugale très difficile et la monotonie de son existence, l'échappatoire qui va être finalement devenir gigolo professionnel. C'est, je crois, écrit et réalisé, me semble-t-il, réalisé, je sais pas, mais écrit par Nicolas Bedos. Qu'on aime ou pas Nicolas Bedos, l'homme, que voilà, sur tout ce qui a pu se passer ou tout ce qui se passe en ce moment ou autre, ça reste un mec, je trouve, qui écrit très bien et qui est très bon dans ce genre-là, hein. On le voyait avec ses bouquins, on l'a vu avec le journal Mythomane, on l'a vu avec Les Infidèles. Tu retrouves l'esprit un peu des Infidèles, même si c'est différent, parce que le fond n'est pas le même. Jean Dujardin est merveilleux, voilà, mais c'est un rôle qui lui va tellement bien, ce rôle d'espèce de loser notoire qui devient magnifique par le prisme d'un événement inattendu. Enfin, ça lui va très bien. La photographie est somptueuse, un peu comme à la Belle Époque. Enfin, c'est encore Bedos, hein, mais un peu comme la Belle Époque. Trouve des couleurs chaudes, une très belle photographie, un soin apporté au décor. Enfin, c'est un film qui est très riche. Et c'est vrai que une série, pardon, qui est très riche. Mais oui, non, c'est dans mon top 10, c'est pas 10e, hein, c'est 9e. C'est une série que j'ai trouvé vraiment bien. La preuve qu'en France, on fait de très bonnes choses et que l'année 2024, que ce soit cinéma ou série, a été bonne. Je crois même que c'est 2023, hein, Alphonse. C'est fin 2023, peut-être début 2024, selon la sortie des épisodes. Mais oui, non, c'est vrai que c'est tout ce que sait faire Nicolas Bedos à l'écriture, une très bonne réalisation, une très belle photographie, tout ce que sait faire Jean Dujardin derrière la caméra. Charlotte Gainsbourg
est magnifique. Et je vous avoue que je trouve que c'est bien plus réussi que Zorro, par exemple. Zorro n'est pas dans le top 10. Zorro, j'ai bien aimé. C'est une série qui est à voir, qui est intéressante, qui prend des partis pris qui sont plutôt malins et inattendus. Zorro n'a pas le niveau pour moi d'Alphonse. Je trouvais que Alphonse, le propos, le concept, le procédé est déjà vachement plus intéressant. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'idée en tête d'imaginer Pierre Arditi gigolo qui laisse totalement son cahier des charges à son fils, qui va prendre plaisir à devenir gigolo lui-même, etc. Enfin, on est dans un concept qui est quand même très particulier, mais qui pour moi marche pleinement. Ça marche totalement. Ça marche par la qualité des acteurs, la qualité de la réalisation, etc. C'est poétique, c'est assez beau. Parce qu'il est gigolo, mais pas pour qui? Pas pour n'importe qui, pardon. Il est gigolo pour des vieilles. La personne, vraiment, c'est des femmes qui veulent retrouver leur deuxième jeunesse, ça a 60, 70 ans. À peu près, hein. Donc c'est vraiment, c'est la clientèle de Pierre Arditi. Donc du coup, ah non, MILF, non, on est sur du mature, hein. Mais d'un autre côté, justement, ça ajoute quelque chose, puisque ces femmes-là veulent revivre leur deuxième jeunesse, ou trouvent en Jean Dujardin une façon de s'évader, de revivre des existences passées, ou même de s'en créer une nouvelle. Ça marche beaucoup aussi, comme lui, il est gigolo professionnel, ça marche beaucoup par des jeux de rôle. Donc tu vois beaucoup de jeux de rôle, une nana par exemple, qui était amoureuse qui a toujours fantasmé, ou qui était amoureuse d'un militaire de l'armée 39-45, je sais pas trop quoi. Du coup, lui se déguise dans le même genre et doit adopter la même mimique, les mêmes attitudes, etc. Parce que cette femme-là adore être soumise. T'en as d'autres, t'as une mère, je crois, ou une femme politique, ou comment ça s'appelle? Alors, je sais plus, une avocate, ou c'est un rôle qui est pourtant très intéressant. C'est celle que vous voyez à droite de Jean Dujardin. Pareil, qui est complètement dérangée, mais qui veut à tout prix s'imaginer avec un enfant, etc., vivre une vie de mariage, machin. Enfin bon, voilà, c'est du Nicolas Bedos. Nicole Garcia, oui, peut-être effectivement, ouais. On a Charlotte Gainsbourg. Alors elle, qui aussi un peu entre hétéro et homosexualité, avec une femme qu'elle va croiser, avec qui elle aura une relation, pour revenir avec lui, parce que finalement elle va se rendre compte que son statut de gigolo a transcendé le bonhomme, et que elle finit par l'accepter, et puis même savourer un petit peu la nouvelle personnalité et la nouvelle personne qui est devenue Dujardin. Non, c'est très fort. Enfin, moi, ça peut sortir que de l'esprit de Nicolas Bedos, un truc comme ça. Avec des Dujardin, mais moi, c'est l'équipe que j'aime bien. Bedos, Dujardin, les Canet, quoi qu'on en dise, Guillaume Canet, enfin, c'est complètement con de le résumer à Astérix, sachant que c'est un mec qui a fait des choses géniales. Les Lelouch, puis toute la nouvelle génération, voilà, qui sont très estampillés Dujardin, les Pierre Ninet, les François Civil, etc. Bon, voilà, moi c'est le cinéma français que j'aime bien, dans sa démesure, dans son borderline, dans son côté un peu infidèle, dans le Hazanavicius, tous ces mecs-là, un peu côté OSS 117. Il y a de l'humour, du second degré, c'est cynique, c'est cru, mais enfin moi j'aime bien. Voilà. Donc ça mérite largement sa 9e place pour Alphonse, que j'ai plutôt bien vendu, je pense, pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est pas long en plus, c'est je crois 6 épisodes. Ah! Ah! Huitième! Waouh! Comment c'est bas dans le classement? House of the Dragon. Ben ouais, les gars. Mais il y a cette série que je trouve plus quali cette année. House of the Dragon saison 2 a les mêmes défauts que The Boys. C'est moins bien que la saison précédente. Et comme dit Preach, la gestion des enjeux était assez moyenne. Trop de temps à démarrer, là où on aurait imaginé que ça aille peut-être un petit peu plus en profondeur sur justement les enjeux et même les conséquences des actes qui sont proposés. Attention, c'est une bonne saison. Moi, j'ai pris du plaisir à la regarder. On est dans la continuité de la première, mais on est justement trop dans la continuité de la première, et on perd un peu les qualités aussi de la première, qui, elle, pour le coup, faisait mieux ce que fait la deuxième. C'est encore une fois, oui, un petit peu le côté saison de transition, comme The Boys, avec 2 ou 3 épisodes phares, mais malheureusement aussi beaucoup d'épisodes où on faisait des critiques à épisode après épisode, on se demandait où est-ce qu'ils voulaient en venir.
pourquoi prendre autant de temps? Pourquoi parler de tel ou tel enjeu au contraire d'autres? Pourquoi prendre autant de temps sur certains, sachant qu'on voit bien qu'il y a une dépendance selon certains personnages? Et puis effectivement, je pense qu'avec House of the Dragon, étant donné la qualité de la première saison et surtout le côté salvateur qu'elle avait après le fiasco de la saison 8 de Game of Thrones traditionnel, je pense qu'on en attendait plus. Il nous avait habitués à de l'exigence et à de l'excellence. On a eu ça, on s'est dit, bon, ça aurait pu être mieux. Donc c'est dans les tops, c'est une bonne saison. Il y a eu de très bonnes choses dans la série. Mais effectivement, il y a eu beaucoup mieux aussi cette année. Voilà, il y a eu au moins 7 séries ou saisons de séries qui m'ont plus fait, chavirer que House of the Dragon. Je suis d'accord, j'ai été très déçu de la saison 2, trop lent et tout ça pour ça. C'est vrai qu'il y avait des longueurs, mais c'est une différence entre longueur et longueur. La saison 1 avait beaucoup de longueurs, mais c'était des longueurs intelligentes. Ça plaçait les pièces, etc. C'était très mind game, exactement comme les premières saisons de Game of Thrones. On apprenait, en fait, à découvrir les personnages, on voyait le jeu d'échecs. Là, on sent que, à 2 ou 3 épisodes près, le jeu d'échecs, malheureusement, stagne. C'est une saison stagnante. Voilà, c'est une saison que je trouve dans la stagnation. Et si le mot, évidemment, est cohérent, vous me direz. Hein. Mais voilà, c'est une série qui, pour moi, n'avance pas autant qu'elle devrait. Du même principe que The Boys n'a pas assez avancé par rapport à ce qui était les promesses des 3 premières saisons. Mais même Renaud, je pense, Renaud qui est là dans le chat, même Renaud, à mon avis, il serait d'accord. Autant on peut adorer House of the Dragon et être fan hardcore de Game of Thrones, autant on peut aussi reconnaître que c'est en dessous de la saison 1. Et que c'est en dessous de certaines saisons de Game of Thrones et qu'on pouvait en attendre un petit peu plus. Je pense. N'en déplaise. Enfin, en dispense, pardon, le talent des actrices et des comédiens qui est encore très bon, la mise en scène, certaines séquences qui sont très fortes. On a des épisodes, effectivement, qui sont assez impressionnants. Hein. On a notre lot de 2 ou 3 épisodes vraiment costauds. Mais voilà. Hein. Oui, bien sûr, mais de là à dire que c'est de la merde. Ah bah non, c'est top 8. C'est justement, ça reste une bonne saison, mais c'est dans mon classement des tops de fin d'année. Donc c'est pas de la merde, on peut pas dire ça. Enfin, je sais que tu dis pas ça parce que moi je le dis, parce que je le dis pas. Mais oui, effectivement, je suis pas d'accord avec ceux qui vont dire, ah, les gars, c'est nul, en fait, c'est à chier. C'est encore une fois, comment dire, le manque de nuances et puis comment on appelle ça, la culture de l'instant. Voilà, le manque de dosage, le manque de dose. Mais oui, je pense que c'est assez décevant. Je pense qu'on pouvait en attendre plus. Vraiment. Vraiment. Enfin, je vais pas m'époumoner pendant 30 ans. J'ai fait 8 vidéos d'analyse dessus, épisode par épisode, plus une vidéo globale de fin. Donc on en a beaucoup, beaucoup parlé. Lucio sur ton Discord. Non mais Renaud, Lucio, enfin, moi j'ai rien contre Lucio, mais Lucio considère que The Walking Dead World Beyond est mieux qu'House of the Dragon. Moi, à partir de ce moment-là, comme dirait Edil Cartier, ça fait longtemps que j'ai allumé la clope. Enfin, je veux dire... Ouais, tu vois, bon, faut pas non plus... Là, quand je dis justement la culture de l'instant et du manque de nuances. Mec, vous voulez vous refarcir les 2 saisons de World Beyond? Un truc qui avance pas et qui sert à rien en plus. Enfin, je veux dire, clairement, hein, vous regardez le premier épisode et le dernier épisode, vous avez même pas besoin de voir le reste. Voilà, oui, là, faut doser. Mais enfin, Lucio, il a mis 0,5 à Apocalypse Now. On peut pas vraiment dire qu'il dose. Olivia Cook vient à un haut niveau de son acting dans la saison 2. Personnellement, elle apporte bien au personnage d'Ellison sur un bon développement. Ah bah je suis d'accord. En termes d'acting et comment dire, de traitement des personnages, certains personnages sont toujours aussi bien étudiés. Rhaenyra, moi j'ai trouvé que Rhaenyra, par exemple, était toujours aussi bien travaillé. Même si malheureusement son scénario est trop lent. Alicent, son scénario est très bon aussi. Maintenant, l'absence d'Otto Hightower, par exemple, est vachement préjudiciable. Je trouve que ce qu'on fait autour de Matt Smith, c'est super long. Pour finalement en arriver à l'endroit où on en arrive à la fin, là, c'est interminable. C'est interminable. Donc tu te dis, oui, il y a des séquences, en fait, c'est même plus du remplissage, parce que tu sais que techniquement, tu dois le travailler pour arriver là où tu veux en arriver plus tard. Mais oh ouais, enfin... On a compris, ouais, les 2 premières visions. Je pense que 7, c'était pas nécessaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça devient redondant et on sent que c'est étonnant de la part d'House of the Dragon, pas mal de remplissage quand même. Même si c'est dans un but cohérent.
Donc c'est vrai que il y a beaucoup de longueur. Et c'est une saison pour moi qui stagne. C'est la raison pour laquelle je la mets entre guillemets que huitième. Mais c'est une série qui va diviser. Maintenant, soyons clairs et nets. Personne mettra House of the Dragon dans son top 3. Je pense pas. À part les fans hardcore. Et encore, je dis hardcore, même les fans hardcore savent que c'est une saison qui est un peu moins bonne que la précédente. Donc, je pense pas que vous verrez House of the Dragon dans un top 3 de bilan de fin d'année série. Ça m'étonnerait. Il y a eu mieux. Il y a eu mieux. Il y a de séries connues ou méconnues, il y a eu mieux. Vous le verrez, hein, mais il y a des séries qui vont plaire à mon yaya d'ailleurs. Je sens qu'il y a des séries qui vont être bien, qui vont bien faire plaisir à mon yaya dans le classement. En termes de scènes, de discussion, je trouve tout ça toujours aussi bien réalisé et dialogué, mais les arcs narratifs de merde, faut arrêter. J'irai pas jusqu'à dire arc narratif de merde, je dirais que ça traîne en longueur et que malheureusement, oui, il y a trop d'arcs narratifs dans cette saison. Et on s'y perd un peu sur des personnages moins pertinents que d'autres. Après, en termes de réalisation, mise en scène, photographie, effets spéciaux, oui. Parlons des termes. House of the Dragon est toujours la série avec les meilleurs effets spéciaux de toute la télévision. Ça, oui, c'est clair et net. Ça, oui, c'est clair et net. Personne aujourd'hui murmure à l'oreille de House of the Dragon en lui disant j'ai un des meilleurs effets visuels ou effets spéciaux que toi. C'est même meilleur pour certaines séquences que du cinéma. Certes. Et il y a des plans marquants, certes, mais ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Donc voilà, c'est vrai qu'elle est huitième. Elle est dans les. The Boys n'est pas dans le top 10, hein, encore une fois. Donc elle est huitième. Elle a des qualités. Maintenant, c'est un huitième de attention, c'est un peu décevant. Parce que voilà, normalement, House of the Dragon, t'es sur le podium. Normalement, House of the Dragon, t'es sur le podium. Huitième, c'est une contre-performance. C'est comme si tu demandais à Teddy Riner de faire les JO et qu'il termine pas premier, mais seulement troisième. Bah, ça l'aurait fait chier. Voilà. Même encore aujourd'hui, ça l'aurait fait chier. Enfin, quoi que non, tu fais troisième, c'est bien. Bah, disons cinquième. Les anneaux de pouvoir, peut-être, d'un point de vue de visuel, ouais. D'un point de vue de visuel et d'un point de vue... d'un point de vue visuel et d'un point de vue effets spéciaux, oui, je pense que Les Anneaux de Pouvoir, c'est la seule série qui peut réaliser avec House of the Dragon. Après, je ne l'ai pas encore regardé. J'ai vu qu'un épisode ou deux, je crois. Donc, je peux pas vous dire. C'est pas 2024. Mais je vais regarder juste après, là. Je termine mon cycle Seigneur des Anneaux et ensuite, je me mets à Rings of Power. Donc, du coup, je vous dirai ce qu'il en est. Mais oui, je pense que d'un point de vue visuel, effets spéciaux, etc., c'est peut-être la seule série qui peut concurrencer House of the Dragon. Mais il faut voir le budget qui a été mis derrière aussi. Donc oui, c'est vrai que cette série-là, oui, techniquement, peut y être. Enfin, ça en fait une sur combien, hein. On enchaîne avec le numéro 7. Ah, je me rappelle plus ce que j'ai mis après. Ah bah si. Bah si, l'ours, bien sûr. The Bear. Fun fact, j'ai pas vu la saison 3, qui est la seule saison qui est sortie cette année, mais j'ai vu les deux premières. Et donc du coup, je le mets parce que ça a été une découverte quand même de l'année 2024. Bah c'est très bien, The Bear, hein. C'est très bien. Alors, faut s'accrocher par moment, parce que c'est une série très psychologique. Mais alors en même temps, moi qui m'a pris de court parce que je n'imaginais pas du tout que le scénario, bah, en fait, discuterait de cette thématique qui est la thématique de personnes en fait que tout oppose et que un restaurant à deux doigts de devoir rouvrir va rassembler. Et c'est vrai que je ne connaissais pas du tout moi le pitch de base quand j'ai allumé The Bear. Je l'avais allumé parce que je savais que John Berntal était dans la série, parce que j'adore l'acteur principal qui était notamment dans The Iron Claw. Je trouve qu'il a un charisme incroyable. On avait le pote de John Berntal aussi qui jouait dans Punisher, qui fait un rôle aussi dans la série, celui que vous voyez juste à gauche du personnage principal. Donc oui, c'est une série que j'ai regardée en étant vierge de toute information. Ça m'a un peu décontenancé au début parce que je m'attendais pas en fait à ce que ça parle justement de cette thématique. Donc c'est vrai que sur les premiers épisodes, il faut s'accrocher un peu. Si comme moi, l'univers culinaire, vous en êtes assez éloigné. Par contre, pour le coup, d'un point de vue psychologique et au fur et à mesure où on rentre dans l'histoire, ça devient de mieux en mieux. De par les prestations des personnages, de par leur capacité aussi à provoquer beaucoup d'empathie pour le spectateur. On a Will Poulter qui est là dans la saison 2 aussi. Euh,
donc ça, c'est plutôt bon aussi hein, d'avoir des acteurs de cette trempe-là. On a Bob Odenkirk, quand même, de Better Call Saul. Donc on a quand même d'acteurs talentueux. Et alors, ce que j'aime beaucoup dans The Bear, c'est la capacité en fait à rentrer dans leur tranche de vie. C'est une série qui t'emmène dans la tranche de vie des mecs de Chicago avec une maestria que j'adore. Ça pue l'Amérique, ça pue Chicago, ça pue les endroits un peu désœuvrés, dans le bon sens du terme. On voit vraiment les faits de vie de tout un tas de cultures, de genres, de personnes différentes. La bande-son est fantastique. Enfin, ouais, non, moi, c'est vraiment une série que j'ai trouvée très pertinente dans l'idée, encore une fois, de montrer un visuel des États-Unis qu'on voit pas tout le temps, de montrer un visage des États-Unis qu'on n'a pas l'habitude de voir en règle générale. Et moi, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup. Perf d'acteurs, ils sont possédés. Ah, mais les acteurs sont phénoménaux. Les acteurs sont phénoménaux du début à la fin, hein, du personnage secondaire au personnage principal, même les guest stars. Savoir que John Bernthal a quand même eu le Emmy Award ou le Golden Globe, je sais plus, je crois que c'est le Emmy, vainqueur d'un Emmy Award pour la meilleure participation en tant que guest pour The Bear, justement. Il est magnifique. Les deux, d'ailleurs, bah, il a peut-être eu le Golden Globe aussi. Moi, je m'étais arrêté au Emmy, mais s'il a eu les deux, c'est vous dire à quel point le mec a été performant, a été percutant. Bob Odenkirk n'aurait pas démérité non plus. Mais oui, non, c'est très psychologique, c'est émouvant, c'est très attachant. Tu t'attaches vite au personnage. La série est sur Disney+, si vous voulez la voir. Et encore une fois, je vous dis, c'est une tranche de vie de personnalité chicagoane. Moi, c'est les habitants de Chicago, qui me plaît beaucoup et qui est très réaliste. C'est très réaliste, en fait. C'est sublimé par une bande son pareille, assez diverses et variées, mais très proche voilà, de cette culture américaine que j'aime beaucoup, avec des gens qui tentent absolument de s'en sortir, des traumatismes. Il y a beaucoup de traumas, on joue beaucoup sur le trauma familial notamment dans la série. Donc voilà, ok monsieur, j'ai le suite de punk, en même temps je parle de Chicago. Mais moi je suis un vrai Chicagoan, hein. Moi je suis le Third City Saint, je suis le troisième. Il y a CM Punk devant et puis il y a Chicago encore après. Mais oui, non, c'est une excellente, enfin c'est une très bonne série. Ça a été un vrai bon coup de cœur. Vrai bon coup de cœur. Que j'imaginais pas, puisque pour être tout à fait honnête, c'est vrai que sur les premiers épisodes, je me disais, c'est marrant parce que c'est pas du tout le style de série vers lequel j'irais d'un point de vue purement scénaristique, et ça m'a totalement emporté dedans, les personnages plus que la trame principale d'ailleurs. Les enjeux familiaux, etc., les rencontres. Enfin non, c'est soigné, hein, c'est soigné. Puis on a des épisodes de 30 comme des épisodes de plus d'une heure, quoi. Enfin, je veux dire, c'est très dithyrambique, très divers et varié. Mais non, c'est bien. C'est bien. Et voilà. Encore une fois, faudrait que je vous retrouve le nom. Si vous pouvez me dire le nom de l'acteur principal dans le chat, retenez cet acteur-là, qui était aussi dans The Iron Claw, et qui est un acteur que je trouve d'un charisme naturel, moi, qui me rappelle un peu des mecs comme Adrian Brody. Des gueules particulières, mais atypiques. Jeremy Allen White, merci Tomox, ouais, c'est ça. Comment ça va mon Tomox? Ouais, Jeremy Allen White. Mais ouais, voilà, des mecs au charisme, à l'allure un peu atypique, mais derrière enfin, qui sont possédés par leur rôle et qui sont excellents, quoi. Alors moi, c'est un mec ouais, qui a été un de mes coups de cœur de l'année. Numéro 6. On enchaîne. Fallout. Fallout. Ah oui, bah oui, Fallout. Parce qu'à un moment donné, les gars, on n'en a pas beaucoup des adaptations de JV qui sont intéressantes. Des adaptations de JV de base, hein. On n'en a pas beaucoup. Mais alors, des adaptations de jeux vidéo de cette qualité-là, c'est pas mal. Ah bah c'est sixième parce que j'ai un top 5 pas touchable. J'ai un top 5, c'est dur d'aller le chercher. Alors j'ai un top 3, mon top 3, personne ne peut aller les tout. Enfin, de mon point de vue, bien sûr, hein, c'est que mon point de vue, c'est mon top. Personne ne peut aller chercher mon podium. 4 et 5, c'est la même branche. Voilà, si je peux vous donner un indice. Donc, bon, je mets à peu près au même niveau. Mais Fallout porte de top 5, top 6 de l'année. Jonathan Nolan, scénariste, créateur, génial s'il en est. Hein. Après Westworld, on retrouve du Westworld hein, dans Fallout. Enfin, je veux dire, il y en a quand même pas mal. Série intelligente. Et puis, pour être tout à fait honnête, putain que c'était dur.
C'est aussi pour ça que je mets Fallout 6ème du classement. Vous vous rendez compte, adapter Fallout? C'est là qu'on voit la différence entre des mecs qui ont compris leur sujet et ceux qui ont fait Borderlands. Parce que, quand bien même Borderlands, hyper dur à adapter. On a vu ce que ça a donné. Un des plus grands flops de tous les temps. De critique ou commercial. Là, Fallout, c'est tellement difficile d'adapter une série comme ça. C'est tellement riche. Enfin, moi qui ai eu l'occasion de faire du Fallout 4 là, cette année, et d'y avoir passé quand même un peu de temps, c'est tellement riche, tellement varié, tellement ça fourmille de partout. Réussir comment dire, à aller chercher une adaptation de cette qualité-là, avec un Walton Goggins exceptionnel, mais shout-out à l'actrice qui est juste à côté de lui, qui faisait la voix, je crois, de Jinx dans Arcane, qui est magnifique aussi. Le seul avec qui j'ai un peu de mal, c'est le mec dans l'armure. Ah, lui, pour le coup, je trouve que en termes Ella Purnell, merci mon Pritch, ouais. Ella Purnell qui fait une prestation que je trouve tellement naïve, mignonne, naïve, mais en même temps assez féminine et guerrière. Moi, j'aime beaucoup. Donc, effectivement, ouais, c'est vrai que je trouve qu'elle a eu un rôle, moi, qui m'a beaucoup touché. Bon, charisme de Walton Goggins. Et juste le troisième acteur, où, pour le coup, je le trouvais un peu niais et peut-être un peu... Donc, t'as 1001 acteurs, en fait, que j'aurais vu à sa place, qui auraient pu être plus intéressants. C'est con, j'aurais adoré voir Jonathan Majors, mais lui, ça m'étonnerait qu'on le revoie quelque part avant un long moment tout court. Donc bon, dommage, mais ça aurait été parfait pour Jonathan Majors, qui pour moi a plus de charisme et plus d'aura pour un rôle de cette prestation-là. Mais après, sinon oui, les acteurs sont bons, c'est très fidèle à ce que j'ai pu voir justement des jeux, du peu que j'en ai vu. C'est bien réalisé, bien filmé, belle photo, belle mise en scène. C'est un road trip parce que ça a des airs de road trip par moment, post-apocalyptique réussi, vraiment. Et oui, encore une fois, je vous dis, un jeu vidéo comme Fallout, réussir à l'adapter, c'est déjà un miracle, mais l'adapter d'une telle manière, c'est très fort. Donc, je trouve que c'est une série qui vaut le coup d'œil et qui permet encore un peu plus tous les jours de réaffirmer à quel point Walton Goggins est un des acteurs les plus sous-cotés de sa génération. Merci Roawin pour les 100 bits. J'adore comment il insuffle des éléments de ses précédents projets dans ses projets suivants. Il y avait du Person of Interest dans Westworld, il y a du Westworld dans Fallout. Ouais, carrément. Carrément. Ah bah moi, j'ai beaucoup aimé Westworld. En particulier ses deux premières saisons. La troisième aussi, j'ai pas vu la 4. Troisième, un peu moins que les deux premières, mais était pas mal non plus. Shout out to Vincent Cassel. Et Aaron Paul. Mais oui, j'ai préféré les deux premières et tu retrouves beaucoup de Westworld dans Fallout. Même dans la manière de filmer ce semi-western. Il y a beaucoup de western dans Fallout, moi ça me plaît bien. Très bonne série pour un mec comme moi qui connaît pas le lore, mais je sais que des fans comme Nexus 6 n'ont pas totalement été emballés, beaucoup de réserves. Justement, c'est très intéressant que t'en parles, Mike. Pour être tout à fait honnête, oui, moi je connaissais rien à Fallout avant la série. J'y connaissais strictement rien et ça m'a convaincu. Je peux pas vous dire, quelqu'un qui a fait le jeu, etc., dans quel domaine il va se situer et quelle clé de lecture il va avoir. Moi, personnellement, Fallout, j'y connaissais foutre rien. Et j'ai trouvé ça très fort. Je me suis renseigné après, j'ai joué un peu après, j'ai trouvé ça encore plus fort parce que je me suis dit, c'est probablement l'un des jeux les plus difficiles à mettre en scène. Et là, de la manière dont ils le font, c'est très bien. Donc ça prend largement sa 6ème place pour Fallout avant d'entrer dans le top 5. Top 5, messieurs, dames, je le rappelle, on entre dans les 5 meilleures séries de l'année. Je sais pas, est-ce que Yaya est encore là? Yaya est encore là, le top 5, il est pour lui. Clairement. Le 5ème place, Invincible. Alors ça, très 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 costaud. Alors Invincible, je connaissais pas. C'est Yaya qui m'a dit regarde Invincible. J'ai pris une gifle, mon frère. J'ai pris une gifle, mon frère. Ah, Invincible. Alors, saison 2 qui est sortie cette année. J'ai rattrapé la saison 1 cette année. Donc, j'ai fait, voilà, ça fait partie des séries où j'ai tout rattrapé. Hein. C'est d'une puissance scénaristique. C'est d'une créativité. Et c'est d'une capacité à avoir des segments marquants qui te restent en tête, notamment le combat entre Omni-Man et son fils, monumental. Je pense que là, si on m'avait demandé de faire mon top 5 des séquences que j'ai préférées de l'année dans les séries télé, Omni-Man et son fils se battent ensemble. Toute la séquence, c'est dans le top 5 et pas 5e.
Tu fais peur, j'ai le même top 6 et top 5. Tu m'as hack. T'avais mis Fallout et Invincible en 5. Mais surtout que beaucoup de gens avaient oublié Invincible. Mais moi, c'est grâce à Yaya, hein. Merci, shout out to Yaya, hein. Mais c'est grâce à Yaya que j'ai regardé ça, que j'ai même envie de m'acheter les comics, parce que franchement, je trouve ça génial. Non, non, ouais, vraiment, je trouve que alors, la qualité visuelle et créative aussi, hein, en termes d'animation, c'est pas au niveau d'Arcane, hein, d'un point de vue d'animation, mais c'est quand même très fort. Alors, c'est très gore. Moi, j'aime beaucoup le doublage. Je trouve que c'est très malin de la part de Kirkman et puis des mecs d'avoir pris par exemple tous les gars de Walking Dead pour faire le doublage de tous ceux qui se font buter dans le premier épisode, parce que bah tu vois un peu la grande famille qui est le cast de Walking Dead avec Kirkman, etc. Puis après bah évidemment hein, on a toujours Glenn qui est là pour le personnage principal, hein, Steven Yeun. Enfin il y en a plein qui reviennent. On a Omni-Man, c'est évidemment J.K. Simmons. On a Walton Goggins, hein, qui est quand même 5 et 6e, puisque Walton Goggins prête sa voix aussi à la série. Non, ouais, je trouve que c'est une série qui est très intelligente, hyper intéressante, qui t'emmène dans à la fois l'univers super-héroïque, mais l'univers aussi science-fiction, et puis aussi des thématiques plus brutales et familiales, etc., avec des questionnements psychologiques intéressants. La bande-son est géniale, c'est hyper soigné, puis c'est fun, quoi. Honnêtement, c'est fun. Voilà. Think, Mark, think. Non, mais cette séquence-là est magnifique. C'est fun. Ça peut te prendre au trip par moment, mais c'est fun. C'est tellement agréable à regarder. C'est une série. Ouais, tu vas t'enchaîner 5-6 épisodes d'affilée, quoi. La dépression de la daronne en saison 2, qu'est-ce que c'était cool. Mais il y a des phrases qui sont lunaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, quand je te dis qu'il y a des séquences qui restent, c'est quand même Omni-Man qui dit oui, oui, évidemment que j'aime ta mère, mais je l'aime comme un chien, je l'aime comme un animal dont on va s'occuper, comme ouais, un animal docile, tu vois, qui serait là, un chien de compagnie. Enfin, t'as des phrases, tu te dis, mais c'est pas possible. Et en plus, c'est intéressant parce que tu, euh, tu sens qu'au fur et à mesure, tout peut changer. J'ai fini la série, je me suis demandé si Omni-Man allait faire son face turn pour parler catch, tu vois, mais s'il allait avoir sa rédemption. Lui, où on pensait à aucun moment que ça allait être possible. C'est un mec qui nous fait relativiser les véritables valeurs du Homelander et sa véritable puissance. Ça, faut le faire. Faut le faire. Donc ouais, je pense qu'on n'est pas prêt. Parce que c'est une série qui t'emmène dans tellement de configurations différentes et qui est tellement intelligente et qui n'aurait pu être fait qu'en anima, hein, de toute façon. Ça, je pense que c'est impossible de faire une série comme ça en live action, mais ils l'ont compris et c'est pour ça qu'ils le font très bien. Et moi, j'aime bien que on respecte l'identité visuelle aussi des comics. C'est un design qui est très proche du design des comics et c'est ça qui est bien. C'est qu'il y a ce respect-là. Là, pour le coup, c'est vraiment voir en animation les planches que tu lis. Et je pense que tous les fans des comics adorent ça, tu vois. Donc oui, c'est évidemment dans mon top 5 avec deux trois musiques que j'avais adorées d'ailleurs. Moi j'aime beaucoup le duo entre le personnage principal et sa copine d'ailleurs, l'afro-américaine, j'ai plus son nom, mais qui finit par être avec lui. C'est un personnage qui me touche beaucoup. Chose qui est très chiante, c'est que je suis quasiment convaincu qu'il va la larguer pour se mettre avec la super-héroïne. Mais moi j'aime beaucoup ce personnage-là. J'ai eu pas mal d'affect pour ce duo-là. Bon, à mon avis, il durera pas très longtemps, mais oui, t'as de l'attachement pour tous les personnages très vite. Et encore une fois, même dans le monde de l'animation, c'est très fort. Donc Invincible, évidemment, dans le top 5. Du coup, je pense que vous avez compris qui est quatrième. On parle de même famille. Arcane, hein, bah ouais. Bah ouais, les gars, hein, je vous ai dit. Hein. Arcane est le meilleur. Arcane est la meilleure série de l'année, pour moi, s'il n'y a pas le top 3 qui est intouchable. Voilà. Everybody wants to be my enemy, mais je préfère ma meilleure ennemie. Hein. C'est Rex dans Invincible, c'est un personnage que j'adore aussi. J'adore Rex. Belle rédemption, Rex. Belle rédemption. Mais Arcane, ouais, si je vous dis, c'est génial 15 épisodes. Voilà, il y a les 3 derniers épisodes qui m'ont un peu gonflé, c'est borderline, et je pense que ça va un peu trop loin, et je suis pas forcément très fan du propos. Je trouve que ça finit en demi-teinte. Ça manquait d'épisodes et on sent que ça manquait d'encore un peu plus de structure pour aller au-delà. Mais Arcane, première saison, gifle. Musicalement, esthétiquement. Là, c'est dans les graphismes et l'animation. C'est merveilleux.
c'est merveilleux. Puis quand je vais vous dire que c'est un tout petit studio qui fait ça, c'est français, il y a peu de gens qui y travaillent dessus, et qu'à un moment donné, on a ce rendu-là, avec l'affect et l'empathie que tu as pour des personnages, où, ouais, hein, le meilleur antagoniste de toute l'année 2024 du côté des séries, il est là. Hein. Il est là. Hein. C'est l'antagoniste de la première saison qui recueille Jinx. Hein. Il est là, le meilleur antagoniste de toutes les séries dont je vous parle. Hein. Pas de problème, hein. Sailko, il est trop fort. Hein. C'est en termes d'écriture. Puis encore une fois, je veux dire, c'est un mec qui a tellement de nuances, tellement d'empathie. Tu finis toi-même par... au début, tu le détestes, puis tu finis par avoir de l'affection pour lui, par rapport au prisme qu'il a avec Jinx. Le duo de Jinx et de la petite gamine là, de la saison 2 m'a tellement touché. Tellement touché. Enfin, je veux dire, c'est la plus belle scène de toute la série pour moi. C'est la scène de son sacrifice. Moi, j'ai trouvé que c'était une séquence merveilleuse. Merveilleuse. Euh, et ouais, les personnages ont une puissance folle. Esthétiquement, je trouve que la saison 2, les 6 premiers épisodes vont encore plus loin en mettant des visuels encore plus forts et en étant un temple de la créativité. Moi, c'est ce que j'ai appelé Spider-Man Into the Spider-Verse comme ça. Hein. C'est des temples de la créativité. C'est-à-dire, t'as des mecs, à un moment donné, on leur donne un concept et un projet, on leur dit, vous faites ce que vous voulez, les gars. Et alors, ils te font ça d'une précision, d'une minutie. C'est, enfin voilà, esthétiquement dans les variétés d'animation qu'a cette série, c'est complètement lunaire quoi, d'avoir réussi à faire un truc comme ça. Pareil, comme je disais à Mike tout à l'heure, bah j'y connais foutre rien à League of Legends, j'en ai rien à branler, la série est super. Et faut pas du coup, comme Fallout, se dire ah je connais pas, ça va pas être pour moi. Rien à foutre, rien à foutre. Vous avez pas vu League of Legends, vous avez pas regardé, vous avez pas joué, machin et tout, bah c'est pas grave. La série se suffit largement à elle-même. On est sur de la pure nuance et du pur travail de personnages justement dans leur personnalité, dans leur psychologie, dans leur douleur, dans leur trauma, dans leur tempête interne. Moi, je trouve que c'est très très fort. Je trouve qu'Arcane est très très fort. Alors, je vous dis, le final, je suis pas fan. Ça vaut double 8 sur 10 pour moi. Hein. La saison 1 a quelques longueurs, je trouve. Et a quelques petites phases, bon, oui, je trouvais un peu le temps long par moment, ce qui retire 2 points. La saison 2, le final retire 2 points, mais c'est double 8 sur 10, c'est-à-dire gros 16 sur 20, ce qui en fait une série quand même excellente, et une grosse claque de l'animation, je pense, de ces dernières années, carrément, qui me donne envie de regarder Cyberpunk Edgerunners, parce que Cyberpunk Edgerunners, ça a l'air d'être au moins tout aussi fort visuellement. Puis la bande son. Aller chercher Linkin Park avec Emily Armstrong et Shinoda, Imagine Dragons qui fait un caméo, Stromae et Pomme qui font peut-être la chanson de la série. Enfin, t'as vraiment Sting, musique avec Sting qui est phénoménale. Ah, tu te dis, ouais, bah, dans tout ce que ça le fait bien, quoi. Je veux dire, faut pas aller chercher. Hein. Alors ah oui, c'est vrai que la fin est peut-être un petit peu gâchée. Voilà, est peut-être un peu trop borderline et bordélique. Mais alors sinon, pour le reste, très haut niveau, Arcane. On enchaîne. On enchaîne plutôt 2 fois qu'une en légende. On va arriver dans le top 3, messieurs, dames. On va arriver dans le top 3, ce qui veut dire que là, très clairement, on n'est plus là pour rigoler. C'est pas une vidéo pipeau, là. C'est pas une vidéo pipeau, là. Top 3. Il reste 3 séries, les gars. Vous le savez. Vous le savez. Il reste 3 séries. Ouais, il reste 3. Il y a 3 trucs qui peuvent arriver, là. Normalement, il y a 3 trucs qui vous dites, putain, vous connaissez, vous êtes là tout le temps et tout. Même en règle générale, vous les avez vus, vous savez. Vous savez. Vous savez. Vous savez, vous les avez. Vous les avez, les 3. La seule chose que vous n'avez pas, c'est l'ordre. La seule chose que vous n'avez pas, c'est l'ordre. Sinon, vous les avez. Vous les avez. Alors attendez, il y en a peut-être 2 que vous avez. J'attends de voir si vous vous souvenez de la 3e. Mais normalement. Et là, tu te dis, il y a 2 séries devant. Donc, pour cette espèce d'enfant de salaud, il y a 2 séries devant le pingouin. La réponse est oui. La réponse est oui. Le pingouin est 3e. Messieurs, dames, le pingouin, c'est incroyable. Là, je vous le dis, honnêtement, vous verrez, hein, quand on fera les films, il y a 15 films que j'ai vraiment kiffé cette année. Il n'y a pas un top 1 qui se détache. Il n'y a pas un top 2 ou un top 3 qui se détache. Il y a beaucoup de bons films, il y a quelques grands films, mais il n'y a pas de trucs qui m'ont... Waouh, tu vois, genre, je me suis dit, ça, c'est la claque que je visais, tu vois. Bah, dès le côté des séries, si. J'ai eu 3 grosses gifles. La première, c'est le pingouin.
C'est tout ce que le pingouin devait être. L'ascension d'une ordure, mais en même temps avec, pareil, des nuances et quelques séquences où par moment t'es presque pris d'empathie pour lui alors que c'est la dernière personne pour qui en avoir. Un esprit génial et machiavélique. Donner des lettres de noblesse au personnage du pingouin qui jusque maintenant était quand même perçu d'une manière assez particulière. Là c'est vrai qu'on en fait un génie de la pègre, très malsain, très malsain. Une photographie, un visuel et une mise en scène très proche de Matt Reeves. Du coup, très clairement, bah, on est dans la même mouvance, hein. On sent que Matt Reeves chapeaute aussi le truc. Donc ça donne quelque chose de costaud. Des personnages secondaires très 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 forts, notamment la fille Falcon, où là, elle, je crois qu'elle, elle vraiment, elle, comment dire, elle vole le show, hein. Elle vole le show, dédicace à mon Preach évidemment au morceau Overflow de Linkin Park. C'était comme un film. C'est vrai que le pingouin, tu le regardes comme un film. Euh, alors, l'antagoniste de l'année, pour moi, ça reste Silco, mais la deuxième antagoniste de l'année, oui, effectivement, je pense que Sophia Falcon est pas loin. Et puis, on retrouve cet univers de Gotham. C'est tout ce qu'on voulait. C'est tout ce qu'on voulait. C'était retrouver cet univers de Gotham, retrouver ces rues sinistres et sombres, y aller encore plus bille en tête, c'est-à-dire que là, on a encore plus le quotidien des œuvrés de Gotham, le quotidien de la pègre, la manière justement dont la pègre se met en place avec cette ascension machiavélique du personnage, quelques moments d'émotion et de tendresse quand même malgré tout, et puis même le bras droit du pingouin, hein, avec son final ultra triste finalement. C'est très fort d'avoir écrit ça comme ça, sans foi ni loi totale, et vraiment d'une ouais Oswald Cobb, d'une cruauté et d'une roublardise sans nom quoi. Tous les passages d'ailleurs flashback sont excellents. Tu joues constamment avec le spectateur et tu joues sur beaucoup de configurations pour avoir des twists narratifs. Mais toutes ces parties-là où tu apprends encore plus comment il a pu avoir cet esprit dérangé dès le début, le final de Victor, ouais, qui est quand même assez émouvant, mais qui est le symbole de Gotham. Les gentils finissent dernier finalement. Trop gentil pour ce monde-là. Trop gentil pour ce monde-là. Peut-être pas assez criminel pour ce monde-là, évidemment. Et je pense même pas. C'est ça le truc, hein, Mike. C'est que moi, je pense pas qu'il en ait rien à foutre. Sur ses frères, peut-être pour sa mère pour lui tout seul, mais sur Victor, je pense qu'il en a pas rien à foutre, le pingouin. Juste par du principe que, bah non, en fait. Il peut y en avoir qu'un. Et justement, je m'autoriserai pas à avoir de l'amour pour qui que ce soit. Moi, je trouve que cette thématique-là est hyper intelligente. Puis alors, le plan final. Le plan final. Ah, le plan final avec le bas de signal, etc. Enfin, bah oui, oui. Oui, c'est très intelligent, c'est très malin. C'est très malin, mais c'est une série qui, de toute façon, est hyper maline. C'est une série qui est hyper maline, que je trouve vraiment brillante. Totalement, c'est justement parce qu'il s'en foutait pas qu'il l'a tué. Exactement. Mais c'est te dire l'esprit machiavélique dans lequel on doit être pour ça, quoi. Puis d'un point de vue photographie, ouais, c'est digne de Matt Reeves. C'est du Matt Reeves-like. C'est le teasing de la cour des hiboux, bien sûr, aussi, qui est génial. Si on regarde le tribunal dans lequel il va, avec les hiboux sur les draps, enfin sur les rideaux, etc. Non, c'est très malin. C'est très malin. Et maintenant, faut attendre, ouais, faut attendre 2027 pour The Batman 2, mais bon, je pense qu'à mon avis, on va être servi, hein. Le teasing avec Théo Rossi, ouais. Théo Rossi, plaisir de retrouver cet acteur-là que je trouve génial dans la série. Et puis, bah, Théo Rossi, qui a quand même l'accoutrement dans son bureau de l'épouvantail, qu'on imagine, hein, avec le gant. Est-ce que ce serait lui? Et puis, justement, c'est pas forcément confirmé. Hein. C'est confirmé qu'il ne s'appelle pas comme le nom de l'épouvantail. C'est pas confirmé qu'ils ont juste changé le gars. Hein. C'est peut-être lui. Ou alors, peut-être que Théo Rossi a soigné l'épouvantail. C'est peut-être juste un easter egg pour dire j'ai déjà eu affaire à l'épouvantail. Quand j'étais à Arkham, je me suis occupé de lui. Voilà, c'est possible. Mais on verra. On verra évidemment quelle est la donne. Peut-être que son nom est certes différent, mais peut-être que le personnage deviendra l'épouvantail. Ou créera l'origine de l'épouvantail.
On verra, mais oui, il y a beaucoup de teasing intéressant. Comment ça va, mon Sky? La légende Sky. Le péché marseillais, voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le milieu. Comment ça va, mon Sky? Donc oui, 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 évidemment, top 2, top 3 sur le podium, Le Pingouin. Une série que d'ailleurs beaucoup de gens aujourd'hui apprécient décrier. Pourquoi, je sais pas. En fait, il semble de bon ton de dire que Le Pingouin, en fait, c'est pas si ouf que ça. Faut vraiment être tatillon. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu commences à dire, en fait, Le Pingouin, c'est nul, faut vraiment être tatillon ou pas avoir vu grand-chose. Parce que, les gars, ma copine m'a offert l'album de Linkin Park, donc ça peut caler, mais je veux que tu te maries, Sky. Voilà, je veux que tu te maries avec cette femme, je vais être invité au mariage et je veux qu'il y ait Two-Faced qui passe au mariage. C'est même pas une question, c'est une demande. C'est une demande, effectivement. Madame a bon goût. Je l'ai offert à mon père, moi, pour Noël. Je l'ai offert à mon père. Bon, il est où, Marin, que je le banne pour ses propos d'hier? Bah, il est peut-être là. Ah non, il est pas là, Cosmos. Il a pas osé se montrer aujourd'hui. Numéro 2. Numéro 2. Après le pingouin, on enchaîne avec... Attendez, parce que là, il y a du suspense, quand même. Numéro 2. Il y a numéro 2, numéro 1. Numéro 2 de l'année, c'est... Waouh. Et là, les gars... Là, les gars... Là, ça, c'est la surprise. Ça, c'est la surprise. Ça, c'est la surprise parce que oui, les gars, vous le saviez à quel point il y a une série que j'adorais. Mais ouais, les gars, en fait, c'était premier. C'était premier. Numéro 2, Shogun. Shogun qui, jusqu'à il y a encore un mois, était premier. A trusté toute l'année premier. Bah, voilà, au final, pour se faire avoir sur la ligne d'arrivée, non, Shogun, c'est royal. Alors, personnellement, c'est vrai que mon top 1 et mon top 2, techniquement, c'est grâce à Yaya. Hein. Le top 1 et le top 2. Le mec, il est responsable de mes deux premières places. Mais non, Shogun, je suis pas fan de l'idée de faire une saison 2. Ça se suffisait à soi-même, en fait, la saison 1. Ça suivait un bouquin. J'ai peur que ce soit un peu la saison de trop parce que la série a cartonné, multiples fois récompensée, Emmy Award, Golden Globe, etc. C'est totalement mérité. Hiroyuki Sanada est phénoménal. Moi, c'est un acteur que j'aime depuis tellement d'années que je suis trop content de le voir enfin, aux yeux du grand public, devenir une légende. Ça devait déjà être le cas il y a bien des années. Après avoir tant trimé dans les rôles secondaires, etc., là, ça y est, on le retrouve dans quelque chose qui lui scie tellement à merveille. Dédicace aussi à l'actrice qui jouait dans la série Godzilla, Monarch, qui est fabuleuse dans Shogun. Un level exceptionnel en tant que talent d'actrice dans la douceur, dans la douleur, et puis dans justement ce côté que j'ai beaucoup eu cette année aussi avec Ghost of Tsushima, m'intéresser de plus en plus à l'univers féodal, si j'ose dire, nippon, japonais. Il y a une reconstitution historique qui est fabuleuse, une réalisation qui est merveilleuse. Les costumes, le soin apporté aux détails des costumes, des combats, des armures, du scénario. Enfin, non, c'est très très fort. C'est très très fort. La série, c'est le dernier samouraï en série ou en plus développé. Moi, vous savez à quel point j'adore le dernier samouraï. Point commun, bah, le dernier samouraï, il y a aussi Hiroyuki Sanada. Un des meilleurs films avec Tom Hanks, je trouve, le dernier samouraï. Moi, j'avais adoré. Shogun, je trouve que c'est au-dessus. Shogun, je trouve que c'est au-dessus justement parce qu'effectivement, il y a plus d'épisodes. Ça prend encore plus le temps d'aller fouiller, trifouiller dans les jeux de dupes, de manipulation. J'ai dit Tom Cruise, j'ai dit Tom Hanks, Tom Cruise, oui, pardon. Pourquoi, je sais pas parce que Tom Hanks vient foutre là-dedans, oui, Tom Cruise. Un des meilleurs films avec Tom Cruise. Cela dit, Tom Hanks aurait absolument pas joué dans le dernier Samouraï. Je vois pas ce qu'il aurait pu faire, donc oui, Tom Cruise. Mais effectivement, non, moi je trouve que Shogun, dans la manipulation des samouraïs, dans la manière dont l'honneur est perçu, dans en fait tout ce qui fait du temps des samouraïs un temps tellement intéressant et une époque tellement magique à étudier. C'est très coloré, l'effort accordé au décor, etc., qui est génial. Ah non, moi j'aime bien Shogun. Moi j'ai vraiment trouvé, il y a quelques épisodes cultes, il y a quelques moments très très forts. Les personnages, les acteurs sont habités par leur rôle.
Et ça fait plaisir de voir une série comme ça être aussi acclamée, sachant que là, on est sur vraiment de la haute qualité de narrative, euh, de réalisation, de mise en scène et d'acting. C'est un lore qui est hyper intéressant à suivre. Donc c'est largement pour moi top 2, hein, Shogun. Voilà, pour tous ceux qui sont pas encore attentifs au travail d'Hiroyuki Sanada, il ben, faut regarder Shogun. Puis vous pouvez regarder plein de films où il est là, hein. Le dernier Samouraï, il est là. Le premier Ringu, il est là. Même Lost dans la saison 6, il est là. Life, il est là. Mortal Kombat, il est là. Hiroyuki Sanada, il est là partout. Même dans L'Armée des Morts avec Zack Snyder, il est là aussi. Alors il est là dans le bon et dans le moins bon. Sunshine, il est là, et c'est un super rôle, et c'est un super film de Danny Boyle, Sunshine, avec Chris Evans et Cillian Murphy notamment. Non, c'est vrai que voilà, Hiroyuki Sanada, c'est un des grands acteurs de sa génération. Un mec qui donne ses lettres de noblesse justement à l'industrie aussi japonaise et qui a réussi à faire le tremplin d'une manière magnifique. Il est dans Westworld, il est dans Westworld aussi. Je vous dis, Hiroyuki Sanada est partout, sa filmo est impressionnante. Et là, il touche les sommets, qu'il méritait évidemment depuis longtemps. Et quitte à parler de sommets, terminons ce live avec la série de l'année, à mes yeux, qui n'est d'une autre que From. From, c'est trop fort. From, c'est trop fort. C'est la série méconnue qu'il faut absolument voir. C'est du fantastique, horreur, psychologique, d'une maîtrise d'écriture exceptionnelle. C'est produit, je crois, ou un peu chapeauté par les mecs de Lost. Et en fait, tu ressens dans la narration le meilleur de Lost. Parce que ouais, c'est bourré de mystères, bourré d'intrigues, bourré de tout un tas de personnages qui ont leur propre narration, les uns au fur des autres, les uns à côté des autres. T'as ce côté euh, très lost de regarder un épisode et de vouloir absolument mettre le suivant parce que tu ne peux pas t'arrêter sur cet épisode-là. En fait, tu veux savoir ce qui va se passer par la suite. Le pitch est génial. C'est tellement simple, mais tellement efficace. C'est une sorte de huis clos en extérieur où chaque nuit paraît une éternité avec tout un tas de conséquences fantastiques qui sont hyper intéressantes et puis de maîtrise d'écrire justement le domaine du fantastique. Harold Perrineau est phénoménal. Alors Harold Perrineau, c'est pareil, il est méga sous-coté. Faut le voir dans Lost, faut le voir dans Oz, faut le voir dans Sons of Anarchy, faut le voir dans tout un tas de projets divers et variés. Harold Perrineau, From, c'est son saint Graal. Alors t'as Oz aussi, mais là, dans From, il est extraordinaire. Alors tous les acteurs sont très bons. T'as beaucoup d'attachement et d'empathie pour les personnages parce que effectivement, bah, tout peut arriver à n'importe quel épisode. Il y a des séquences fortes. Mention spéciale à la séquence de la grange. Pour ceux qui ont vu la série, où Harold Perrineau est obligé de forcer, enfin est obligé de rester regarder un personnage très important de la série se faire déchiqueter devant lui. C'est tout dans le regard, tout dans l'attitude, tout dans le non-dit. C'est phénoménal. La saison 3, un peu longuette et pas forcément à la hauteur sur les 2-3 derniers épisodes. Mais alors, elle est tellement forte sur les 6 premiers que bah, ça en fait limite la meilleure saison. Donc ça n'a cessé de glow up au fur et à mesure. Hein. Saison 1, saison 2, saison 3. Même si la saison 2... saison 2, saison 3, c'est kiff kiff bourrico, comme diraient les jeunes. Hein. Mais c'est très très fort. Non, c'est une série qui mérite largement d'être première parce que contrairement aux autres séries dont on a parlé là, elle n'a pas été médiatique du tout. Personne n'en a parlé. Moi, sans Yaya, j'aurais même pas su ce que c'était en fait. Et les gens commencent à monter dans le train et tu sens que quand tu tweets ou que tu postes sur X, sur From, les gens sont là. Putain, let's go, vas-y, RT, frère. Allez, enfin quelqu'un qu'en parle. Parce qu'en fait, les gens ne connaissent pas. C'est sur Paramount+, c'est sur Amazon du coup, mais il faut payer un supplément. Bon, voilà, honnêtement, le supplément, je l'ai torché. Hein. C'est mérité hein, pour une série comme From. Mais voilà, c'est une série que les gens ne connaissent pas, où ils ont quand même
Il faut, pour moi, beaucoup plus en parler. Il faut être capable d'aller chercher un peu plus loin pour découvrir des petites pépites comme ça. Et autant Shogun a été acclamé, autant le Pingouin, tout le monde en a parlé parce que c'était l'univers Batman. Autant, ouais, Arcane, c'est un phénomène. Fallout, ça a été un phénomène. From, c'est numéro un parce que c'est la vraie belle surprise. C'est une vraie belle surprise qu'on s'en fait avec peu de budget. Il y a les frères Rousseau qui produisent quand même. On peut dire ce qu'on veut des frères Rousseau, mais il y a les frères Rousseau, je crois, qui chapeautent aussi From. Bah, heureusement qu'ils sont là. Parce que, c'est peut-être pas des grands réalisateurs, mais derrière, ils donnent quand même un petit peu de force à des projets qui méritent. C'est pas le premier qu'ils font et ce sera pas le dernier. From est renouvelé pour une prochaine saison. On sait pas combien de saisons il y aura, mais c'est renouvelé en tout cas pour une saison supplémentaire. On cesse d'avoir du mystère au fur et à mesure. C'est très bien. C'est vraiment excellent. Voilà. C'est la série qu'il faut voir avec un générique très travaillé, une reprise de Que Sera Sera qui est assez somptueuse de la part des Pixies. Non, franchement, c'est une très belle découverte que je recommande à tout le monde et c'est pour ça que je le mettais premier. C'est ma série de l'année en tout cas parce que c'est mon grand coup de cœur de cette année. Devant donc des titans comme Shogun, comme Le Pingouin, comme Arcane, comme Invincible. Mais From, effectivement, était au-dessus pour la prestation d'Harold Perrineau, pour le côté très addictif que ça m'a proposé, pour le plaisir que j'ai eu à regarder et pour l'attente que j'ai sur la saison suivante. Messieurs, dames, ce live est terminé, en légende. Moi, il va être temps, très clairement, d'aller m'inoculer quelques Jaeger. Donc, je vais vous laisser là, évidemment, pour ce soir. Ça va partir s'octroyer en légende quelques pintes bien méritées, je pense, en tout cas. Donc, je vais vous laisser pour ce soir. Je vous fais des bisous. Comme dirait l'autre, évidemment, ça part en légende dès demain à 14h, un live jeu vidéo, mon top 10, mon flop 3, et puis dimanche, le hit, évidemment, ce que vous attendez tous, mon top 10, mon flop 10, donc des meilleurs et pires films de l'année 2024. Je vous fais des bisous, sortez couverts, et à la prochaine.